Bonjour les amis, ça y est, j'étais en retard mais j'arrive. Bon, j'en profite, il reste encore des abonnements de libre. Si vous voulez cliquer sur le gros bouton rouge, c'est maintenant ou jamais. On va reprendre notre histoire là où on l'avait laissée. C'est-à-dire qu'on était avec Jean-Marie au restaurant. Gilbert, il était en train de faire sa nuit parce que malade, après avoir pris des glaçons alors que c'était pas recommandé. Le lendemain matin, au petit déjeuner, on voit Gilbert. Bon, il est remis de sa mésaventure. Et puis, on déjeune tranquillement avant de se remettre en route. Sur le chemin pour aller détecter, on passe par le village où on avait été invité avec Marcus suite à la ruée vers l'or. Donc je dis à Amidou, arrête-toi, on va aller saluer le chef, quand même ça se fait, c'est un petit peu son territoire, donc c'est quand même poli d'aller se présenter et puis dire bonjour. On arrive dans le village, et qu'est-ce que je vois arriver? Eh ben le chef, il vient vers moi à ma rencontre, il m'avait reconnu. Là j'ai été surpris parce que pour qu'un chef se déplace pour venir dire bonjour à quelqu'un qui se présente au village, c'est que vraiment il a à cœur de le faire. Comme c'est le roi, normalement c'est aux visiteurs à venir se présenter à lui. Alors content de me voir, salut, voilà, je présente Véro et Gilbert, j'explique au chef qu'on est venu faire la même chose que ce qu'on avait fait avec Marcus. Il était heureux et on fait des photos ensemble. Moi je retourne à la voiture, je reviens vite. Et puis je reviens avec le magazine Le Prospecteur où il y avait les photos de Marcus et puis de tout ce qu'on avait fait. Il ne sait pas lire le chef. Et personne dans le village ne sait lire non plus. Mais bon, comme il y a pas mal de photos, très intéressé. Alors il y a des jeunes du village qui arrivent, qui regardent aussi parce qu'eux, ils avaient le souvenir de ce qui s'est passé. Alors on évoque tout ça. Gilbert, il sort son petit caméscope, il fait quelques images. Comme ça, on passe un moment. Alors, Gilbert, il montre les images qu'il venait de faire avec son caméscope. Moi, je remarque quand même, il y avait une moto qui était pas mal dans le village. Le village était loin d'être, je dirais, au complet, parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. Mais comme il m'avait expliqué 2 ans avant, les jeunes, ils sont partis, ils ont monté des commerces, ils ont été en ville, ils ont fait leur vie avec ce qu'ils avaient trouvé en or. Ça a contribué à aider un petit peu tous ces gens-là. Alors Véro et Gilbert étaient surpris de cet accueil, parce qu'ils voyaient que quand même j'étais connu. Il y a quelques femmes du village qui arrivent, et puis elles embarquent Véro. Véro est allé égrener des épis de maïs avec elle. Tout ça s'est passé dans la bonne humeur, dans la rigolade. Véro a passé un bon moment comme ça. Pas beaucoup quand même, parce que elle n'était pas venue pour égrener du maïs en Afrique. Alors il y a un jeune du village qui s'approche vers moi et qui me dit, mais ton copain il n'est pas venu? Je dis non, mon copain il n'est pas venu, en parlant de Marcus. Nous on l'a vu, il est revenu, mais sans toi. Alors je lui explique un petit peu ce qui s'est passé. Et il m'a dit, c'est pas bien ça. Chez nous, ce genre de choses, on fait pas. Quelqu'un qui nous fait ça à nous, il repart pas du village. Gilbert, il avait entendu la conversation et il était un peu mal à l'aise quand même. Parce que c'est vrai que ça se fait pas. On se remet en route pour aller voir si on peut trouver un peu d'or quand même. Moi je me pose la question quand même, comment ça se fait qu'on ne trouve rien? Je dis à Gilbert et à Véro, à mon avis on n'est pas au bon endroit parce que c'est sur la petite berge qu'il y avait de l'or. C'est pas sur le haut de la berge, on était sur le plat
Donc je les emmène là où ont été faits les travaux, là où il y avait les traces d'une activité très importante. Alors on regarde les trous, ils avaient bien travaillé quand même parce que les trous ils étaient profonds. Gilbert il me dit écoute regarde en dessous c'est l'argile, le mec qui a travaillé là il a dû se gaver hein. C'était très étalé sur la petite colline, on voyait bien hein, que tout avait été retourné. On décide de voir à cet endroit s'il peut rester quelque chose. On détecte, mais toujours pareil, rien, du métal. Voilà, toujours rien. Comme il était à peu près l'heure de déjeuner, bon, on décide de faire une pause et puis de pique-niquer. Gilbert, il avait repéré un petit gars avec sa pioche cassée. Voilà, bon. Et puis comme ça, en rigolant, il lui dit tu trouves quelque chose et, et le petit gars, il sort de sa poche un petit flacon et puis il lui montre quelques pépites. Merde, là ça foutait un coup à Gilbert parce que bon, le petit gars il n'avait pas d'outils, il n'avait pas de matériel, il n'avait pas de détecteur. Et lui il en avait trouvé. On fait notre pique-nique, tranquillement, on fait une pause. Et puis on reprend la détection, tranquillement. Mais rien. Bon, Gilbert décide de faire quelques prélèvements, et puis comme on avait 2 bidons d'eau, bon, il voulait voir s'il y avait du fin quand même. Donc il fait un pan, rien. On se tient à l'évidence, il n'y a rien et on trouve pas. Alors, quand même, il devait rester quelque chose. Il y en a eu de sortie de l'or, mais bon, il doit en rester. Les gars, ils n'ont pas tout pris quand même. Ça dure un petit peu, il fait toujours très chaud. Et on rentre. Et on rentre pas par le même chemin. On atterrit au milieu d'une immense mine, une mine sauvage. Alors là, c'était vraiment, il y avait le village, hein, il y avait la rue principale, et puis des baraquements de tous les côtés. Je dis à Midou, écoute, on va s'arrêter, on va aller voir. On descend de la voiture, il y a des gars qui arrivent, des blancs qui s'arrêtent là, c'est pas normal. Gilbert, il a chaud aussi, il ouvre la porte arrière de la voiture, il ouvre la glacière, il se prend un coca bien frais, et puis hop, il le boit. Oh, là, il m'a scandalisé parce que bon, il y avait des gars qui étaient là, qui avaient chaud aussi, mais qui ne pouvaient pas s'en payer, eux, du coca. Alors ça ne se fait pas de faire envie aux autres en buvant quelque chose de frais quand les autres ne peuvent pas en avoir. Alors je dis à Gilbert, bon, tu bois vite ton truc et puis on va aller voir un petit peu dans la mine, voir. Donc la mine, les vrais travaux étaient un petit peu plus loin, mais bon, il y avait quand même pas mal de gens sur place. Donc on s'avance, je vois une petite case, il y avait un type qui était là, et puis avec sa petite balance, donc il devait être un acheteur d'or, on devait lui présenter ce qui a été trouvé, et puis lui il paye, il achète. Alors il sort, bonjour. Alors je lui dis, bon on est des chercheurs d'or français, donc on s'intéresse un petit peu à ce que vous faites. Et puis pareil, coup chef, je vais chercher le magazine Le Prospecteur avec le reportage de ce qu'on avait fait avec Marcus. Là aussi ils ne savent pas lire, mais les photos ils les voient très bien. Alors là, tout de suite, on était amis là. Ils voyaient que, bon, on n'était pas des touristes ordinaires, qu'on s'intéressait vraiment à ce qu'ils faisaient, et puis bon, on sympathisait. Gilbert, il me dit, écoute, là, on va peut-être pas trop s'attarder, parce que moi, je le sens mal. Les gars, ils vont nous découper en rondelles à la machette, hein.
Je dis, écoute, non, regarde, on sympathise, ils sont gentils. Bon, bah, c'est des mineurs, ils travaillent. Et puis il insiste, bon, bah, alors on traîne pas trop, on dit au revoir au gars. Et puis on revient vers la voiture. Bon, bah, comme la veille et comme les autres jours, eh ben, on rentre au collège. Bon, allez, on passe la soirée. Alors le lendemain matin, bon, bah, il y a Hervé qui est venu avec sa femme Béa et il nous apporte tout ce qu'on avait demandé. Il est venu avec son petit détecteur. Bon, c'est quasiment un jouet hein, par rapport à ce qu'on a, mais bon, il voulait l'essayer sur le terrain, donc c'était l'occasion ou jamais. Béa, la femme d'Hervé, bah, elle voulait aussi détecter un petit peu. Donc bah, je lui prête le détecteur qu'on avait, moi et Véro. Et puis bon, je l'équipe, puis voilà, ça l'amuse un petit peu. Tous, on détecte, on cherche, rien. Que du fer, que du fer. Je trouve pas ça normal quand même, parce que Marcus, il arrêtait pas d'en sortir, et puis nous, une seule belle trouvaille, et puis plus rien après. Calme plat, avec le matériel qu'on avait quand même, on aurait dû trouver un petit peu, même du pas gros, juste un petit peu, mais là, on trouvait que du fer. Alors Gilbert, il avait trouvé des, je sais pas ce que c'est, c'était un bout de cintre ou n'importe quoi, bah, deux baguettes métalliques, et puis il jouait les sourciers comme ça. Un petit peu comme Marcus m'avait fait en Australie avec son pendule. Alors bon, c'est bien gentil tout ça, mais bon, ça ne fait pas avancer. On est venu là pour chercher de l'or, pour trouver de l'or. Faut s'y mettre, quoi. Je détecte aussi, Véro aussi. Je discute un petit peu avec Hervé. Et puis, au bout d'un moment, quand même, bon, on se pose, on fait le pique-nique. Puisque bon, c'était un petit peu vacances, c'était samedi, donc il y avait Hervé, il y avait Béa. Détendu cette journée-là. Alors on fait le pique-nique et puis les choses se passent comme ça. Bon, avec Béa et puis Hervé, on a passé une journée sympa, comme ça, agréable. Mais bon, on revient sans rien, quoi, comme d'habitude. Donc on rentre au collège. Et puis on se pose un petit peu dans notre jardin, boire quelque chose de frais, et puis parler un petit peu. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir des amis et passer un bon moment avec. Bon, en toute fin d'après-midi, Béa et Hervé reprennent la route pour Ouaga. Il y a Véro qui reçoit un coup de téléphone. C'était Alain, son mari. Et donc, passe un moment au téléphone, comme ça. Quand elle a eu fini, elle revient, elle vient me dire, écoute Gilles, j'ai un problème, il va falloir que je rentre. Il faut que je rentre en urgence. Il y a un décès dans ma famille. Oh, ça m'a foutu un coup, parce que bon, le voyage, il aura duré 4 à 5 jours, hein, pas plus. Alors bon, je lui ai dit, écoute, c'est un cas de force majeure, hein, il n'y a rien à dire à ça. Tu dois rentrer, et puis voilà. Hein, t'as pas à t'inquiéter. Bon, écoute, je comprends bien que tu dois rentrer, c'est comme ça, et puis c'est pas de chance. Quelques minutes après, Gilbert vient vers nous, et puis il nous dit je vais être obligé de rentrer. Hein. J'ai mon amie qui a été chez le médecin, elle est très malade et elle a besoin que je rentre pour que je m'occupe d'elle. Bon, je lui dis, écoute, c'est vraiment pas de chance parce que, c'est un voyage qui se termine comme ça, quoi. Et là, je pouvais rien dire de plus. C'est normal. C'est comme ça qu'a pris fin notre aventure de chercheur d'or en Afrique. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a rangé nos affaires, on a chargé la voiture. Véro et moi, on est allés voir des expatriés
travaillaient pour la briqueterie d'André, qui venaient de temps en temps prendre leur repas avec nous. Et on avait fait beaucoup de courses, surtout en boisson. Les 4 kilos de café, n'en parlons pas, on les a à peine entamés. Il y avait plein de trucs. On leur a dit, écoutez, nous, bon, on va pas reprendre l'avion avec tout ça. Ça vous sera plus utile, on vous laisse tout. Alors bon, oh, merci, c'est gentil. Ben non, nous, on va pas se charger de tout ça. La voiture chargée, ben, on monte dedans et puis on se met en route. Et puis, en route, moi j'étais assis à l'arrière avec Véro. Puis Véro, elle me dit, on regarde, sous le siège à Gilbert. Il avait raflé tout ce qu'il avait pu, lui, hop. Alors que nous, on l'avait donné aux expatriés. Là, c'était vraiment des petites économies de rien du tout. C'était, je dirais, de la mesquinerie. Alors bon, direction pavillon vert, et on reprend 3 chambres. Véro, elle avait quand même 2-3 jours pour se retourner. Et puis bon, on va dans Ouaga, chez Air Burkina, pour savoir, pour le retour à Véro, déjà en urgence. Pas de place, hein. On ne pouvait pas changer la date du billet. Tout complet, pas possible. Bon, alors avec Véro, on se dit, bah, écoute, on va aller voir chez Air France. Donc on est allé au bureau d'Air France. Ah, pareil, rien du tout, tout est complet. Comment on va faire? Et là, on avait, il n'y a que 2 compagnies aériennes, hein. Il y a eu Air Burkina et puis Air France. C'est tout était complet. Alors je téléphone à Hervé, une fois de plus. Hervé, il me dit, bah écoute, je te rappelle d'ici quelques minutes, je vais voir si je peux trouver une solution. Et effectivement, quelques minutes après, il me rappelle, il me dit, bon, bah, j'ai téléphoné à des amis et ils m'ont assuré qu'il y avait une place qui s'était libérée sur Air France. Et il me dit, tu lui diras à Véro qu'il faut y aller tout de suite. Il faut payer tout de suite. Alors le départ, c'était 2 jours après. Donc comme prévu, on est allé chez Air France avec Véro. Et puis elle a pu avoir sa place. Bon, là-dessus, nous, on avait prévu des choses, puisque bon, on n'avait pas prévu de rentrer si vite. Véro, bon, elle avait une boutique de matériel d'orpaillage, de tout ce qui concerne l'or et l'orpaillage. Et elle voulait faire des petits chercheurs d'or en bronze, parce que bon, la spécialité du Burkina, c'est le bronze. Et puis moi, je voulais faire aussi un détectoriste en bronze pour mon ami qui m'avait prêté le détecteur, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Donc ça me paraissait la moindre des choses de faire ça, puisqu'il voulait pas que je lui loue son détecteur. Donc il fallait que je ramène quelque chose de beau. Alors j'explique ça à Midou. Oh, il me dit, j'ai des amis qui sont bronziers, on peut aller les voir. Bon, Amidou m'assure que ses amis bronziers, ils peuvent réaliser cette commande. Le lendemain, on va les voir. Il nous présente à ses amis bronziers qui étaient chez eux. Bon, il y avait tout, il y avait la forge, il y avait tout ça. On explique ce que l'on veut. Donc Véro, elle voulait à peu près une 50aine de petits chercheurs d'or. Et puis moi, j'avais 2 grands bronzes à faire. Ça faisait quand même du boulot. J'avais le magazine Le Prospecteur qui me permettait, moi, de montrer aux bronziers ce qu'était un détectoriste. Donc apparemment, c'était des bronziers assez renommés, puisqu'il y en a un des 2 qui avait fait une exposition en Allemagne. Donc il avait été choisi par Burkina pour exposer de l'artisanat en bronze à une exposition en Allemagne. Sur ce, bon, on ressort, on va boire un
un truc frais au coin de la rue, ce qui nous permettait à nous trois de nous retrouver peut-être une dernière fois, puisque bon, ben, Véro, elle allait partir, Gilbert, il allait pas tarder. Alors il y a une vendeuse de, je sais plus quoi, de fruits, je crois, qui avait son panier sur la tête, et puis elle s'approche, et puis bah, Véro va à côté d'elle, et elle me donne son appareil photo. Gilles, tu peux pas me faire une photo avec Bon, bah, la journée passe comme ça, assez rapidement, et on revient au pavillon vert. On était sur le balcon, et puis je vois arriver un ami de longue date, que j'avais pas vu depuis de nombreuses années. C'est Issa. Alors Issa, c'est aussi un ami d'André, il habitait sur Coupella, et donc il servait de chauffeur à André quand il en avait besoin, quand il venait au Burkina. Et c'était, je l'aimais bien aussi, il était sympa, et je savais pas du tout, j'avais plus de nouvelles. Alors je suis surpris, et puis Issa, il m'explique qu'il est venu me chercher. Issa, il m'explique qu'il travaille pour la mine de Kelsaka, une grosse mine industrielle. Je vous mets la photo satellite. Il est chauffeur de liaison pour la mine. Et en fait, il est venu me chercher, moi. Alors, il me dit, il y a le ministère des Mines qui aimerait te rencontrer. Je dis, comment ça, le ministère des Mines voudrait me rencontrer, moi? Ben oui, toi, je suis venu te chercher. Bon, là, il est un peu tard, je reviendrai te chercher demain matin. Ils veulent te voir. Alors effectivement, le lendemain matin, Issa revient me chercher. Je dis à Gilbert, j'ai rendez-vous au ministère des Mines. Ben, il serait peut-être bon que tu viennes avec moi, parce qu'il y a peut-être des choses à demander, peut-être des choses à apprendre, je ne sais pas. Oh non, oh, je suis pas en forme, non, ça me dit rien. Bon. Ok, je dis à Véro pareil. Je dis, tu veux pas venir Ah non, 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 moi, non, oh, bah non, puis moi je dois repartir, donc ça m'intéresse pas. Alors bon, comme ça, bon, j'accompagne ça. Et puis, bah, il y avait un superbe 4x4 tout neuf, un gros Toyota, toute option, intérieur cuir, beige, joli. Ouais. Je dis, mais non, t'as une belle voiture. Hein. Elle me dit, oui, oui, je travaille pour la mine. C'est la voiture de la mine, en fait, hein, qui me dit. Et puis sur la route, il me dit, écoute Gilles, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Je dis, ah bon? Oui. Est-ce que tu sais pas ce que j'ai dans le coffre? Ben non, je sais pas. Comment veux-tu que je sache? Il me dit, j'ai tous les rapports géologiques demandés par la mine de Kalsaka. Donc si ça t'intéresse, oh, j'ai dit, écoute, c'est des rapports qui leur ont coûté des millions, ça. Envoyer des géologues un peu partout et faire des tests et des prélèvements et des études, ça serait de l'espionnage industriel, ça. Non, 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 ça je peux pas. Puis tu sais, bon, bah, avec nous, ça se passe mal, je vais être obligé de rentrer en France, donc bon, c'est fini, hein, l'aventure. Alors, il me dépose au ministère des Mines, et puis je rentre. La femme qui était là à l'accueil me dit, bah, c'est pourquoi? Donc je donne mon nom, et puis je dis, je crois que je suis attendu. Ah, effectivement, on vous attend. Donc je vais vous demander de patienter une petite minute. La personne qui veut vous rencontrer va arriver tout de suite. Alors moi je me demandais ce qu'on me voulait quand même, parce que au ministère, être reçu au ministère, moi j'avais pas l'impression d'être connu au Burkina. Mais ils savaient que j'étais dans le pays, ils savaient ce que je faisais, et bah, ils me demandent de venir au ministère des Mines. Le plus fort là-dedans, c'est que j'étais attendu par M. Antoine Carambéry, qui était le responsable de la brigade nationale antifraude
de l'or. Pouf. Alors là, c'était un petit peu l'angoisse quand même, parce que dans un pays africain, être reçu par ce genre de personnes, c'est pas de bon augure. Pourquoi? Je sais pas, ils voulaient me voir, mais ils voulaient me voir, quoi. Ah, il y a monsieur Antoine Carambiri qui arrive. Bonjour monsieur, venez, on va dans mon bureau. Donc je le suis, on monte à l'étage, on va dans son bureau, beau bureau. Asseyez-vous, qui me dit. Puis sur son bureau, je vois le magazine Le Prospecteur. Il l'avait là-dessus. Je me suis demandé, mais comment il a fait pour l'avoir? Alors, il me reçoit très gentiment, il me dit, écoutez, j'ai lu votre article avec attention dans le magazine Le Prospecteur. Et ben, j'ai eu envie de vous rencontrer. Ah, il commence à me dire que ce qu'on avait fait avec Marcus, c'était bien, ça lui plaisait beaucoup. Et on parle, je raconte un peu l'histoire et il me dit, écoutez, si vous avez besoin de mes services pour ouvrir des mines d'or, moi je suis prêt à vous aider. Si vous voulez réserver du terrain, vous me donnez les codes GPS et moi je regarde sur mon ordinateur voir si les terrains sont libres ou pas. Et si vous voulez monter des mines d'or, sans problème. Alors ici le terrain il n'est pas vendu, il est prêté par le gouvernement, par l'État burkinabé, pour une période de 99 ans. Et dans le cas des mines d'or, vous auriez une taxe annuelle à payer de 30 000 francs CFA, c'est-à-dire ce qui fait 45 € par an. Donc, rien du tout, quoi. Ah je lui explique, je lui dis, avec Marcus, on est venu en vacances, on ne pensait pas déclencher ce genre de choses. Et puis là-dessus, il continue, il nous explique que si je voulais exporter de l'or en France, il n'y avait pas de problème, que par contre il fallait que je lui apporte pour le faire mettre en lingot ou en barre. Là-dessus, il me faisait des papiers officiels, tamponnés du ministère des Mines, et que j'aurais une taxe à l'export de 3% sur la valeur totale. Et c'est pas fini. Il m'explique aussi, par sécurité, en cas d'export d'or, il me faisait accompagner par des militaires en armes à l'aéroport, en passant par le salon VIP, et que j'allais embarquer en premier dans l'avion, mon or mis en sécurité en cabine, et après les autres passagers pouvaient embarquer une fois que j'étais installé dans l'avion. Ouf, là c'était quelque chose quand même, parce que voilà, on passait peut-être à côté de quelque chose de grand avec Véro et Gilbert, s'ils n'avaient pas été obligés de rentrer. Alors là-dessus, il m'explique que si je crée des mines d'or, il pouvait m'aider aussi à faire régner l'ordre. C'est-à-dire que si je voulais ouvrir des mines d'or, il pouvait m'aider à la sécurité. C'est-à-dire qu'il pouvait me mettre à disposition des militaires en armes, toujours, pour que tout se passe bien dans la mine, qu'il n'y ait pas de pillage, de bagarre, de tout ce qu'on veut. Alors la conversation, elle dure un bon moment quand même. Il me parle aussi des grandes mines d'or industrielles et il m'explique que ces mines, elles déclarent en moyenne 500 kilos d'or par semaine, ce qu'il estime pas énorme. Ils doivent sous-déclarer pour payer moins de taxes ou autres, mais
Nous, ce qu'on veut, c'est des chiffres pour savoir ce qui est retiré du sol de notre pays en quantité d'or. Il me dit, d'ici quelques années, le Burkina Faso passera en production d'or, passera devant l'Afrique du Sud. Toutes les études le montrent, les quantités d'or présentes dans le sous-sol du pays sont gigantesques. Or bon, ça dure un petit moment et puis il me dit bon, on devrait peut-être aller boire quelque chose au petit square à côté, ça sera plus agréable. Et donc on passe un moment comme ça, il y avait Issa aussi, et je pensais pas être connu comme ça. Et la question que je me pose encore, c'est comment il a su que j'étais dans le pays, comment il a eu le magazine Le Prospecteur, puisque il n'y a pas de kiosque à journaux là-bas, il n'est pas distribué au Burkina Faso, le journal. Et puis ça aussi, il m'a retrouvé directement au pavillon vert. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça a pu se produire. Moi, je rentre à l'hôtel, j'explique ça à Véro et puis à Gilbert, ça n'a pas l'air de les émouvoir plus que ça, mais bon. Et le lendemain, on accompagne Véro à l'aéroport. Elle me charge de finaliser sa commande chez les bronziers, que je m'en occupe jusqu'au bout et puis que je lui ramène. À l'aéroport, un monde fou, puisqu'il y avait les deux avions qui allaient décoller pratiquement en même temps, à 2-3 minutes d'écart, que ce soit l'avion d'Air Burkina et l'avion d'Air France. Alors, elle m'a raconté après, quand on s'est revu en France, elle m'a dit, tu sais, jour de l'embarquement, il y avait tellement de monde que mes pieds ils touchaient presque plus par terre. On était estirés et ça a duré, jusqu'à temps qu'on monte dans l'avion. Alors bon, moi Gilbert, on est resté, voilà, comme ça Véro est reparti. Moi et Gilbert, on est resté. Bon, Gilbert, son avion est dans quelques jours, lui il a eu plus de chance que Véro. Et on passe le temps comme ça, on va chez les bronziers, on va passer un petit peu de temps chez eux, les regarder travailler. On va dans un maquis manger un petit peu à l'africaine. Il y avait Amidou qui était avec nous. Et puis on passe les journées comme ça. Bon, un jour, Amidou, il nous fait part de son inquiétude. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, il nous explique que c'est la fin du ramadan et que pour la fin du ramadan, comme tous musulmans, ils font la fête, mais que lui, il n'a pas de sous. Voilà, il nous dit, ce soir, j'avais des courses à faire pour le ramadan, mais je ne peux pas... il y a toute la famille qui se réunit. Bon, écoute, Amidou, on va te libérer un petit peu plus tôt ce soir. Et puis, on lui a donné 20 000 francs pour qu'il fasse ses courses. Là, ça y est, il était heureux, Amidou, il pouvait au moins aller faire ses courses. Et puis, passer une soirée complète avec sa famille pour la fin du ramadan. Le lendemain, Amidou, il nous dit, écoutez, là, faut venir avec moi, je vais vous présenter ma famille. Grâce à vous, on a passé une soirée parfaite. J'ai pu acheter plusieurs poulets, on a fait une fête et on a pu comme ça passer le ramadan en famille. Alors Amidou, il habitait pas loin de là où il y a les bronziers, donc c'était dans le quartier. Et on arrive
chez lui, il y avait son père, il y avait son frère, il y avait tout un tas de petits gamins, il y avait toute la famille, et puis pareil, on se fait des photos ensemble, et voilà, et tout le monde était heureux. Encore une fois, on était les invités d'honneur, on passe un bon moment avec, il nous présente chaque membre de sa famille, et puis ça dure un moment. Donc pour passer le temps, on va passer le temps chez les bronziers, on va les regarder travailler. Entre-temps, Hervé, il nous avait bien dépanné parce que il nous avait dit faut pas rester au pavillon vert, ça va vous coûter cher pour rien. Venez à la maison. Hervé, il a une grande maison. Il avait cette chambre pour nous inviter. Donc on a passé quelques jours chez lui. Et puis est arrivé le moment où c'est le jour de départ de Gilbert. Tout pareil, avec Amidou, on le conduit à l'avion, à l'aéroport, et puis voilà, il est dans la file d'attente et il rentre dans l'aéroport, il enregistre ses bagages, et puis nous on repart, on rentre chez Hervé. Le lendemain, je continue à suivre ma commande de bronze, parce qu'il y en avait un paquet. Les gars, ils ont bien travaillé quand même, parce que ils partent de rien. Ils n'ont rien pour travailler, aucune protection, ils travaillent en tongs. Alors, une goutte de métal en fusion sur le pied, ça transperce le pied, c'est direct. Pour réaliser un bronze, ils partent de sacs plastiques qui traînent dans les rues, qui dépolluent les rues comme ça, avec les sacs plastiques qu'ils trouvent. Les sacs plastiques, ils les chauffent, ils les font fondre un peu et ils sculptent ce qu'ils veulent faire dedans. Une fois la chose sculptée, ils entourent de terre pour faire le moulage et ils passent la terre au four pour faire fondre le plastique et l'évacuer. Ce qui leur fait un moule, le bronze en fusion, ils le versent comme ça dans le moule et ils le font refroidir. Et une fois froid, ils cassent la terre cuite pour récupérer le bronze. Ensuite, il n'y a plus qu'à affiner, à gratter les imperfections et à fignoler, à faire la patine. Enfin, c'est un travail colossal. Pour attiser la forge, ils ont fait un système de soufflerie avec une roue de vélo qui actionne pour attiser les braises. Alors, il m'a expliqué que c'était du charbon de bois, et qu'il fallait y aller pour monter à plus de 1000 degrés, quoi. Je suis content de la commande que j'ai passée. La commande que Véro a passée aussi, c'était exactement ce qu'on voulait. Ils ont fait des merveilles, les gars. Et voilà, je les paye. Il y en avait pour un petit paquet quand même. Enfin, sur le travail qu'il y a eu à faire, ça faisait pas beaucoup. Mais bon, ça représentait une somme quand même. Alors là, je m'inquiète un petit peu. Parce que ça pèse. Bon, la voiture est là, il n'y a pas de problème, je mets dedans. Mais je commence à réaliser, pour l'avion, comment ça va faire. Parce que là, j'ai droit à 50 kg, plus à 10 kg de bagages à main. Et j'avais aussi acheté des quantités de seaux en plastique, des seaux bien colorés, pour faire des petits lots pour la Coupe d'Europe, pour les gagnants des compétitions en équipe à la rampe de lavage.
Donc là, les seaux pour arroser la rampe de lavage, ça va très bien. Des seaux africains, c'était exotique, c'était parfait. Pour emballer mes seaux et quelques bassines que j'avais pris aussi, parce que ce genre de bassines colorées, tout ça, on ne trouve pas en France. Donc j'avais pris une trentaine de seaux. J'ai acheté une énorme valise pour ça. Plus j'avais mes bagages personnels, mes vêtements et autres. Les bronzes, ça faisait des quantités de bagages énormes. Oh bon, je verrai sur place. Donc je suis hébergé chez Hervé. Je reste moi quelques jours. Parce que bon, moi, je pouvais rentrer plus tard que les autres. J'avais pas de date de retour, j'avais pas d'obligation. Et puis en plus, j'étais chez mon ami Hervé, que j'avais pas vu depuis longtemps, parce que bon, lui, il habite Ouagadougou maintenant. Et donc ça permettait de passer un bon moment avec. Manque de chance. Hervé me dit qu'il doit rentrer lui aussi en France pour quelques jours. Il allait au salon de je sais plus quoi pour essayer d'acheter des frigos, des trucs pour son entreprise. Et chose que j'avais pas du tout prévue, c'est que je vais accompagner Hervé à l'aéroport pour partir. Donc je reste chez lui. Il y avait sa femme Béa. Je suis tout seul. Assurer les frais de location de voiture à 60 euros. Donc je dis à Midou, on va aller au maquis du coin, on va se prendre un truc frais à boire, histoire de terminer cette collaboration de façon sympathique. Je lui ai dit, écoute, là, on a terminé la semaine, je t'ai terminé la semaine en location de voiture. Pas mal maintenant, moi, pas tout seul, je ne peux plus suivre, hein, donc je vais être obligé d'arrêter la location ce soir. C'est comme ça que je suis resté chez Hervé, avec Béa, puis on allait le soir souvent au Moulin Rouge, qui est un restaurant tenu par un Français aussi, un ami d'Hervé. Donc il fait des pizzas, il fait voilà, c'est un bon restaurant, c'est un endroit qui est assez connu, où il est bon d'être vu. Hervé, avant de partir, il m'avait dit, tu t'inquiéteras pas, Béa, elle a son permis de conduire. Donc il n'y a pas de problème. Et puis les autres, il me dit, elle a son permis de tuer. Ah bon. Sur le moment, je me suis dit, mais bon, pourquoi il dit ça? Mais c'est vrai que quand elle m'emmenait, donc on partait avec le 4x4 peint en zèbre dans Ouagadougou. Rien que pour sortir la voiture du garage, elle avait arraché le rétroviseur avec le poteau de sortie. Puis elle cale 2-3 fois, on se retrouve sur la route, sur les grands axes à Ouaga. Les feux rouges, pouf, on s'en fout. Je m'accrochais dans la voiture parce que là, c'était pire que quelqu'un qui n'avait jamais conduit de sa vie. Mais pourtant, elle avait son permis de conduire. Et puis on arrive devant le restaurant, elle laisse la bagnole comme ça. Elle me dit, écoute Gilles, je ne sais pas me garer. Alors si tu peux garer la voiture. Donc voilà, j'ai compris comme ça ce qu'il voulait me dire Hervé, en disant, t'inquiète pas, elle a le permis de tuer. Et puis bon, on s'installe à une table sur la terrasse, il y a Alain qui vient nous faire un peu la conversation. Il retourne à ses cuisines, à son bar, je sais pas quoi.
Et puis je vois l'autre bout de la terrasse quelqu'un qui se lève, un blanc, apparemment un Français. Bon, il y a pas mal de Français puisque le patron est français, donc il se lève et puis il met le doigt sur le logo que j'avais sur le t-shirt, le logo du camping du chercheur d'or. Il me dit, bah, tu connais Michel alors? Bah, oui, oui, je connais bien Michel. Ah, il me dit, parce que moi aussi, je le connais bien Michel. Moi, je suis d'Uzès. Je lui explique ce qu'on est venu faire, que j'ai fait aussi des bronzes pour la Coupe d'Europe des chercheurs d'or. Il m'explique que lui, il a monté une entreprise un petit peu d'événementiel. C'est-à-dire que des gens ou des entreprises qui veulent organiser des survols en montgolfière, des raids en quad, en 4x4, en tout ce qu'on veut, il organise. Il me dit alors toi, si tu veux organiser des voyages en Afrique pour l'or, je peux te proposer le Togo, faire de l'orpaillage en rivière au Togo. Il y a en gros 4 grammes au mètre cube dans la rivière. Il y a même un marché de l'or au village qui est pas loin. Et il me dit, moi je peux t'organiser tout ça avec des tentes Touareg, avec de la vaisselle, cuisiner, des frigos. Je peux même t'apporter des éclairages de chantier par ballon pour éclairer, pour pouvoir orpailler en pleine nuit s'il faut. Orpailler avec les lions et les éléphants, c'est un souvenir inoubliable. Alors c'est vrai que l'idée m'a séduit, mais bon, j'ai jamais pu la mettre en œuvre parce qu'avec ce que ça doit coûter, j'aurais pas une vingtaine de personnes qui puissent mettre autant d'argent là-dedans, surtout parmi les chercheurs d'or. Bon voilà, quelques jours se passent comme ça. Et puis avec Béa, un jour, on va chercher Hervé à l'aéroport. La première fois que j'allais chercher quelqu'un à arriver à l'aéroport de Ouagadougou. Donc c'est comme si j'habitais sur place. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il va en rester une sur cette aventure, parce que je veux terminer l'histoire complètement. Dimanche prochain, vous aurez la fin. Et vous allez voir que la fin n'est pas forcément la fin d'aventure. Mais je vous en dis pas plus. Alors vous pouvez encore vous abonner, il n'est pas trop tard, me mettre des pouces bleus. Alors vous pouvez aussi activer la cloche. Alors la cloche, c'est pas moi, c'est la cloche qui est à côté du gros bouton rouge. Si vous voulez être averti de quand je sors des vidéos, c'est elle qu'il faut activer. Alors vous pouvez aussi mettre des commentaires. Les commentaires, ça ne sert pas forcément toujours à dire oui, c'était super, c'était bien. Ça peut servir à poser des questions aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous brûlent la langue, allez-y sur le clavier. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Si vous êtes en France, n'oubliez pas, ne sortez pas du cercle. Au revoir, à dimanche.